Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, un seul titre. L'Union des jeunes du RHDP entend mobiliser plus de 100 000 jeunes pour accompagner le dépôt de candidature du président Alassane Ouattara. Elle était réunie samedi dernier au siège du RHDP à Cocody, rue Lépic. Bienvenue. 100 000 jeunes pour accompagner le président Alassane Ouattara lors du dépôt de sa candidature à la présidentielle prochaine. C'est l'engagement pris par Mamadou Koné et ses camarades de l'Union des jeunes du RHDP. C'était le samedi dernier à la rue Lépic. À quelques jours de la date butoir du dépôt des candidatures à la présidentielle, l'Union des jeunes du RHDP réaffirme sa détermination à porter le président Alassane Ouattara à la magistrature suprême. La preuve, elle veut mobiliser 100 000 jeunes pour l'accompagner lors du dépôt de son dossier de candidature. La CEI a fixé la date au 26 août. Et donc, avant cette date, nous devons procéder au dépôt de la candidature du président Alassane Ouattara. Les jeunes ont décidé de se mobiliser et de faire des centaines de milliers de personnes pour aller accompagner le président pour le dépôt de sa candidature. Et ce sont ces jeunes qui vont se mobiliser également pour le faire élire dès le premier tour aux élections d'octobre 2025. Mamadou Koné et ses amis prévoient des actions d'envergure pour faire élire dès le premier tour le président Alassane Ouattara. Des actions qu'ils comptent déployer dès la publication de la liste définitive des candidats. Et les jeunes ont aussi décidé de se mobiliser pour attendre l'annonce de la liste définitive des candidats retenus pour les élections d'octobre 2025. Déjà, ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'aujourd'hui, l'activité que nous préparons en termes de mobilisation de taille, c'est le dépôt de la candidature du président Alassane Ouattara. C'est ce 26 août 2025 que le président Alassane Ouattara procédera au dépôt de sa candidature à la commission électorale indépendante pour la présidentielle d'octobre prochain. L'honorable Alphonse Soro était l'invité de l'interview du matin sur notre antenne. Ce cadre du RHDP est revenu sur la sortie du président du PPACI ce samedi en meeting à Yopougon. Il y a de nouveau déclaré s'opposer à la candidature du président Alassane Ouattara. Cette attitude frise l'acharnement, a retorqué Alphonse Soro. Je vous propose de l'écouter. Je fais partie de ceux qui ont pratiqué Gbagbo en tant qu'opposant d'abord et après, quand il est arrivé au pouvoir, on a vécu vraiment tellement le calvaire sous Laurent Gbagbo que ce n'est pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. On le maîtrise parfaitement. Donc on ne s'attendait pas à quelque chose de différent par rapport à ce qu'il nous a sorti. Sauf que on se rend compte que l'homme en réalité, il vit une sorte de frustration personnelle, une sorte d'aigreur vis-à-vis du président Alassane Ouattara. Parce que quand on a échoué pendant 10 ans de gouvernance à proposer quelque chose aux Ivoiriens, quand on n'a pas été capable de faire le minimum quand on a été président de la République et qu'on revient en Côte d'Ivoire, on se rend compte que le pays est dans les mains de quelqu'un qui a une vision et qui le développe. Et lui-même, Laurent Gbagbo, il se déplace, il fait le tour de la Côte d'Ivoire, il touche, il est au contact des réalités qui ont changé au niveau donc des populations. On peut effectivement se retrouver dans une sorte d'aigreur, de frustration personnelle, de jalousie maladive, des jalousies méchantes et maladives, inutiles. Et je crois que c'est ce qui l'amène à vouloir coûte que coûte en découdre avec le RHDP. Parce que quand on l'écoute, on a l'impression qu'il annonce donc, des confrontations. On ne sait pas comment il compte le faire parce que je pense que il oublie peut-être ceux à qui il a affaire parce que les acteurs sont les mêmes, ils n'ont pas changé. Nous sommes encore là, nous les enfants du président Alassane Ouattara, et nous serons là effectivement pour faire en sorte que les élections de 2025 se passent dans de très bonnes conditions. Le Grand Ouest doit être le ciment de la paix en Côte d'Ivoire. C'est l'appel lancé par Charles Blé Goudé, président du COJEP et fils de la région, invitant les filles et fils de cette région à tirer les leçons du passé. Il s'est exprimé à la tribune du Forum du Grand Ouest pour la paix, qui a refermé ses portes samedi dernier. Vous voyez, nous sommes à Diglo. Nous sommes à l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui a été théâtre de coups de maître sûr. Pour moi, les larmes de cette région-là
doivent cimenter la paix en Côte d'Ivoire. Les grands peuples qui ont embrassé le développement, les grandes nations qui ont embrassé le développement, sont ces nations-là qui ont su tirer les enseignements, mais tous les enseignements de leur crise. Les États-Unis d'Amérique, première puissance mondiale, ont une histoire avec leur guerre de sécession. C'est sur les cendres de la guerre mondiale que l'Europe a été bâtie. C'est sur les cendres de la guerre au Rwanda. Avril 1994, juin 1994, 3 mois seulement, 1 million de morts. Mais le Rwanda commerce aujourd'hui avec les grandes puissances. Pourquoi? Parce qu'au Rwanda, on ne parle plus de Tutsi et de Hutu aujourd'hui. On parle de Rwandais. Ils ont tiré les leçons de la guerre. Ma question, ici, à l'ouest où je me trouve, comme l'avion qui tombe et qu'on cherche la boîte noire pour chercher les raisons du crash, est-ce que nous, en Côte d'Ivoire, on a cherché la boîte noire pour trouver les raisons de ce qui nous a opposés, les vraies raisons? Tirons donc les leçons. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est pourquoi je suis à cette tribune-là. À présent, la page magazine. Aujourd'hui, dans notre page magazine, nous recevons Madame Lydie Kambou, PCA de la Fédération des productrices du Karité de Côte d'Ivoire, FEPRO-CACI, administrateur au Conseil Coton Anacat Karité. Madame Lydie Kambou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, nous parlerons du nouveau prix fixé pour la nouvelle campagne du Karité, 250 francs CFA. C'est ça. Avant ce nouveau prix, quelles étaient vos réalités? Ben, c'était l'inorganisation, c'était... il n'y avait pas une belle structuration au niveau de ce premier maillon-là de la chaîne de valeur, qui est le maillon des productrices. Ça partait dans tous les sens. Il y avait de l'anarchie au niveau des prix. Il n'y avait pas d'organisation en tant que telle dans ce maillon-là. Donc aujourd'hui, nous arrivons à une vraie volonté politique qui accompagne la structuration de la filière Karité. C'est à saluer. Alors, avec ce nouveau prix, est-ce intéressant pour les acteurs, surtout pour les actrices de ce secteur? Oui, on va dire que c'est intéressant. Pour un début, c'est plus qu'intéressant. Savoir que les femmes, au lieu de recevoir 100 francs ou 125 prix Borchon, où des commerçants achètent et ils revendent plus cher, donc c'était à eux que revenait la plus grosse part. Aujourd'hui, le ministre l'a bien signifié le 13 août dernier à Yamoussoukro qu'il faut mettre dans la main des productrices d'amandes de Karité le prix fixé à 250 francs CFA. Alors, parlons des femmes. Comment mobilisez-vous les femmes rurales, surtout autour de la cause du Karité? Ça a été un travail de longue haleine. Moi, je suis dans le secteur du Karité depuis 35 ans. Je n'ai rien fait d'autre que de m'occuper de ces femmes. Près de 152 000 femmes qui travaillent à travers les 8 régions productrices du Karité en Côte d'Ivoire. Ce n'était pas chose aisée. Sans moyens, sans accompagnement, il fallait être auprès de ces femmes-là. Leur parler des bienfaits, des avantages, de se mettre ensemble. Commencer au plus bas échelle à les organiser. Donc c'est ce que j'ai fait toute ma vie, jusqu'au jour d'aujourd'hui, à travers les 8 régions. Et aujourd'hui, depuis 2021 quand même, vous savez que le président de la République, qui est le père de la nation, a demandé qu'au niveau de toutes les spéculations agricoles, que tout le monde soit organisé en OIA. Donc vous allez entendre OIA Anacat, OIA Coton, OIA, voilà, il y a beaucoup d'OIA. Et depuis 2021, la filière Karité n'est pas restée en reste. Nous sommes organisés autour de l'OIA, dont je suis la 2e vice-présidente. Alors, quels sont les acquis du combat mené en faveur d'une meilleure reconnaissance de Karité? Aujourd'hui, il y a une vraie volonté politique qui accompagne cette filière. Aujourd'hui, il y a une très bonne structuration qui se dessine. L'identification même des coopératives sera fixée, sera connue même aujourd'hui. Aujourd'hui au plus quant à demain. Donc il y a une identification qui a eu lieu dans toutes les 8 régions. Aujourd'hui, nous sommes en OIA, nous allons renouveler les bases
pour continuer. Et nous restons confiants quand même qu'en début d'année, on aura un très beau cadeau de début d'année par la reconnaissance. Madame Lydie, quels sont vos projets? Mes projets sont énormes. Mes projets sont énormes. 2018, par le biais de ma coopérative dont je suis la présidente dans la région du Bunkani, on a obtenu la certification bio EcoCert, l'Union européenne et les États-Unis. En ce moment où je vous parle, nous avons démarré le processus de labellisation du beurre de karité de Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, nous serons à même de proposer du beurre de karité de qualité qui va changer les conditions de vie et de travail de ces braves femmes. Elles pourront vivre décemment, mettre scolariser leurs enfants. Et puis nous, par derrière, il y a beaucoup de produits dérivés à partir du karité que nous faisons. Gel douche, shampoing, ça c'est le volet cosmétique. Mais le volet alimentaire, il y a la confiture, il y a le sirop. Donc tout ça, ce sont des produits que nous allons vulgariser pour le bien-être de la population ivoirienne. Donc les projets sont en cours, toujours pour le bien-être de cette filière karité. Madame Lydie, comme vous, merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. C'est moi qui vous remercie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À demain.